semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo de cette semaine pour lequel j'ai convié en plateau François-Xavier Noumon qui sera face à Moïse Dosoumou, tous deux journalistes, analystes politiques. Avec eux, nous essaierons de passer en revue les sujets qui ont fait l'actualité au Bénin tout au long de cette semaine. Nous parlerons de l'investiture du président Louis Blavounou pour le compte de la 9e législature. Nous essaierons de décrypter son discours d'investiture. Nous parlerons également de Séverin Quenome. Qu'en est-il réellement? A-t-il démissionné ou a-t-il été limogé? Nous parlerons également des 3 secrétaires exécutifs de mairie qui ont été révoqués à la faveur du Conseil des ministres du mercredi dernier. Et en fin d'émission, si le temps nous le permet, nous essaierons de faire un petit commentaire sur la visite d'État du couple présidentiel rwandais. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette pub de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus à Cotonou, à Bouin-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Boumen-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveaux bacheliers, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Moïse Dosoumou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour chers amis internautes. Bonjour également à François-Xavier. Bonjour Kader, bonjour à tous ceux qui Merci nous suivent. d'être à nos côtés. Moïse Dosoumou, le président Louis Blavounou a été investi jeudi dernier en tant que président de la 9e législature. Au cours de ce discours, il a eu à tenir quand même certains propos qui relancent le débat. Mais d'entre de jeu, dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de cette investiture-là dans la forme? Je constate que ça fait partie des usages désormais chez nous. Et si mes souvenirs sont bons, c'est Adrien Humbedi qui a initié, disons, un peu cette investiture du président de l'Assemblée. Et puis ça a pris jusqu'à maintenant. A priori, je pense que les présidents de l'Assemblée ne veulent pas passer service plus ou moins sommairement comme on le fait. Dès que quelqu'un finit sa législature, il faut que celui qui vient le remplacer s'installe en grande pompe. Bon, c'est comme la deuxième personnalité du pays. Oui, soit, mais bon, c'est un choix. Je n'irai pas plus loin que ça. Donc, pour la forme, c'est un choix. Ouais, même ça tend même à ressembler à quelques exceptions près à celle du chef de l'État. On invite même des pairs d'autres pays pour venir assister et puis tout se passe plus ou moins de la sorte. À des degrés divers, les deux événements se ressemblent, seulement que là, il n'y a pas de prestation de serment. Donc, je pense que c'est le top de la législature qui est donné. C'est bien beau, tout ce qu'on a vu hier. Bon, je ne vais pas m'aventurer autre que ça sur la forme. On attend de voir les jours, semaines à venir, ce que ça va donner. C'est bien beau ce qui a été vu jeudi dernier, mais François-Xavier, est-ce qu'on peut dire que le top est donné dans la Grande Concorde? La Grande Concorde, je ne sais pas. Hier, on a juste eu le président de l'Assemblée nationale qui a, disons, présidé à sa propre cérémonie. Pour le reste, tenue d'apparat, des invités. On peut dire que l'événement était haut en couleur. Après, pour la portée de l'événement, on va dire que
c'est un peu plus symbolique après la réalité de ce qu'on attend de ce Parlement, de cette 9e législature, se déroulera sur les bancs de l'Assemblée nationale. Mais la présidente des démocrates qui y était, quand même. Et il devait y être, puisque Les impressions après investiture, vous n'avez rien noté? Non, pas vraiment, à part que Éric Ngoundé est notifié qu'il a bien, en tout cas bien noté tout ce qui, la quintessence des mots du président de l'Assemblée nationale. Après, c'était une investiture, c'était un événement de forme et d'apparat. Donc, il n'y a pas de grande conclusion à en tirer, sauf ce qui a été énoncé par les grands chantiers, qui ont été annoncés par le président de l'Assemblée nationale de son point de vue à lui. À lui. Alors, Moïse Dossou, lorsque je me retourne vers vous, ce discours d'investiture que vous avez suivi, quelles sont les grandes lignes, quels sont les grands axes selon vous? Je pense d'abord, le discours était un peu long. Bon, je pense qu'il a voulu aller dans tous les détails possibles, sinon j'estime qu'on pourrait faire court. Oui. Mais s'il a voulu faire long, c'est que certainement il voulait livrer toutes les informations possibles. Donc, on l'a vu d'abord définir un peu les points inscrits à l'ordre du jour, essentiellement des projets de loi. Après cela, il énonce les grandes lignes de la législature, à savoir une possible révision de la Constitution, élaboration du Code de bonne conduite des élus du peuple, donc des députés. Et même, il a même suggéré que des mélanges soient faits en honneur à ses prédécesseurs. Et pourquoi pas en l'honneur de Roselyne Soglo, qui était une figure marquante de notre Assemblée nationale. Tout ça, c'est bien beau. Mais j'ai comme l'impression que la tâche ne sera pas très facile pour Vlavonu cette fois-ci, tout simplement parce que l'opposition, même si elle est minoritaire, est présente à l'Assemblée nationale. Et on a déjà un peu senti les prémices de cet agacement. Vous voyez déjà à l'installation des députés, je ne dirais pas qu'il y a eu des prises de bec, mais on voyait quand même qu'entre lui et Éric Ngoundé, lui et Nouré Nouachadé qui tiraient, il y a le jour même de l'élection des membres du bureau. Je ne dirais pas que le courant ne passait pas, mais on sentait quand même que ça s'annonçait déjà. Et après, vous avez vu l'interpellation de Basile Ahossi par rapport à des indemnités qu'on paierait à certains élus. Vous avez vu la réaction de Louis Vlavonu, agacement toujours. Et hier, dans son discours, il disait qu'il espère qu'il ne va pas assister à une opposition stérile, toujours prête à tirer et tout. Mais dans le même temps, du côté de la mouvance, on ne peut pas lever le droit d'être tout le temps dans la louange du chef de l'État. Alors, si la mouvance présidentielle a le droit de louanger le chef de l'État à longueur de journée, à longueur de session, donc l'opposition a le droit, même si c'est stérile, de faire pareil. Donc on ne peut pas, de son côté, estimer qu'on peut soutenir à fond un régime et dire aux autres de faire une opposition constructive. Je pense que ça m'a paru un peu bizarre, cette portion dans son discours. C'est antinomique. Non, je ne dis pas que c'est antinomique, ça m'a paru parce qu'eux, en tant que partisans du chef de l'État, qui sont très majoritaires, ils peuvent se permettre, disons, de chanter les gloires du régime à tout bout de champ, sans réserve. Et pourquoi ils empêchent l'opposition de son côté? Pourquoi ils souhaitent que l'opposition de son côté ne soit pas tout le temps attirée à bout portant? Pourquoi est-ce qu'on leur refuse ce droit si de leur côté ils sont prêts à aller dans l'autre sens? Donc je pense que l'un dans l'autre, ce ne sera pas vraiment compliqué. On a vu les législatives plus ou moins apaisées de 2019 à 2023. Mais je parie que celle de 2023 à 2026 sera très compliquée, non seulement à l'interne à cause de l'opposition, mais aussi à cause des grands enjeux qui s'annoncent. Vous voyez, il y a 3 élections qui viennent. Donc, ce sera très compliqué pour Vlavonu d'abord d'avoir une certaine harmonie, même au sein des membres de la mouvance présidentielle. Et s'il faut encore ajouter la présence de l'opposition et les enjeux électoraux à venir, ce ne sera pas du tout aisé. Non, François Xavier, je pense que je n'ai pas suivi tout le discours, mais cette partie, je l'ai suivi. Je pense qu'il faut reconnaître à Louis Vlavonu, dans cette même phrase, même quand il parlait, parce que si j'ai bonne mémoire, il a dit quand bien même les députés de la mouvance seraient dans leur droit de vanter les mérites du chef de l'État, il faut qu'ils consentent à laisser la minorité aussi s'exprimer. Donc il n'a pas il n'a pas dit à condition. Après il a dit pour la minorité qu'il espère que la minorité ne va pas en profiter en tout cas pour faire du clair. Donc on ne refuse ce droit à personne. Mais bon, en fait ça fait partie du jeu. Je pense que ces 3 ans-là seront très très animés
confirmer Moïse vient de le dire, évidemment, parce que ce que tout le monde a en tête, au final, malgré tous les calculs, tout ce que tout le monde a en tête, c'est les élections générales de 2026. Donc, tout ce qui sera implémenté sera à l'aune de ces grands rendez-vous. Donc, évidemment que ça va castagner au niveau du Parlement. On verra bien comment ça va se passer, mais même dans le rang dans les rangs de la mouvance présidentielle, je ne suis pas sûr qu'il y ait une discipline à 100%. Certains voudront marquer leur singularité selon les positionnements des uns et des autres. Encore une fois, plus on avancera vers 2026, plus voilà, il y aura des personnalités qui vont se découvrir, des députés qui voudront marquer leur différence, ou du moins, en tout cas, essayer de se faire remarquer ou simplement prendre position parce que ce qui est intéressant dans ces élections générales, c'est que, comme on le dit au foot, on avait une expression quand on jouait au petit camp, on dit un coup boucan. Ça veut dire que quand vous y allez, vous ratez votre charge, bon, vous allez vous reposer un peu pendant 5 ans, quoi. Ça vous exclut pratiquement de tout. Sinon, vous existez, mais vous existez juste pour la forme. Donc, je pense que ces élections, on voit que les manœuvres s'opèrent déjà. Donc, je pense fondamentalement que ce que Louis Vlabono a dit hier, ce sont des vœux d'un président qui a évidemment légitimement bien envie de tenir en tout cas, l'hémicycle, son groupe en de bonnes dispositions. Maintenant, entre le vœu et puis la réalité du terrain, on verra bien. Alors, tout à l'heure, vous avez dit la tâche ne sera pas facile. Alors, le président Louis Vlabono, dans son discours, a eu à énumérer des défis qui s'imposent à lui. Oui, les défis, là, il a dit le plus grand défi pour lui, c'est qu'il a déjà évoqué qu'on pourrait retoucher encore la langue fondamentale. Donc, il aurait pu s'abstenir d'en parler. Donc, s'il l'a dit, c'est que forcément, il pense qu'il y a des choses qu'on peut encore corriger dans ce qui a été fait. Donc, ce n'était pas juste quelque chose qui a été lancé en l'air comme ça. Donc, c'est clair que dans les mois à venir, peut-être même dans la semaine à venir, qui sait, on aura quelque chose dans ce sens. Ce n'est pas que c'est mauvais de toucher à la langue fondamentale. Ce n'est même pas ça. Encore qu'il a pris la précaution de dire qu'on ne va pas toucher aux fondamentaux. Mais il faut s'assurer quand même, quand on le fait, que ce qu'on fait est dans l'intérêt général. Parce que nous, on n'a pas les attributions pour siéger là-bas. C'est eux qui nous représentent. Donc, ils ont toute la latitude de faire tout ce qu'ils estiment bien et tout par rapport à leur position. Mais le plus important, c'est de faire ce genre de choses par rapport à l'intérêt général. Et l'autre chose qui me tient à cœur, c'est un peu les propositions de loi et les projets de loi. Qu'on ne vote pas des lois au kilo. Parce qu'il y a cette tendance également qu'on observe depuis 2015 plutôt, avec Adrien Mbedi. Quand on voit dans les discours, on tend à se gargariser pour dire qu'avec cette législature, on a voté tel nombre de lois, tel ci. Il ne faudrait pas qu'on aille sur le kilo, mais qu'on aille plutôt sur la qualité. Je ne dis pas de rester là, ne rien faire, mais à tourner autour du pot et à travailler comme des paresseux, ce n'est pas ça. Si tant est qu'on veut aller vers la quantité, qu'on s'assure que dans cette quantité, il y a de la qualité et de la bonne qualité. Pour moi, ça, c'est fondamental. S'il faut juste voter les lois pour la forme, ce n'est pas très intéressant. Et l'entrain avec lequel on voit les députés étudier et voter les lois, qu'on sente le même entrain au niveau du contrôle de l'action du gouvernement. Parce que ça a toujours été le maillon faible de nos différentes législatures jusqu'à présent. Il y a plein de questions que les gens posent, qui restent dans les tiroirs, qui tombent là, qu'on oublie et puis le temps passe. Alors que j'estime qu'au fur et à mesure qu'on les pose, qu'on puisse faire en sorte que le gouvernement vienne s'expliquer. Et vous voyez, lors de la 7e législature, voyant déjà le nombre élevé de questions qui attendaient, Adrien Mbedi en son temps a décrété que toutes les journées du jeudi soient consacrées aux questions, aux réponses du gouvernement aux questions des députés. Ça n'a duré qu'un laps de temps et après, ça s'est arrêté. Sous la 8e, on n'a pas vraiment senti ça de manière très dynamique. On espère que maintenant, déjà que des questions attendent déjà, qu'on essaie plus ou moins, non pas de les évacuer, mais de les programmer pour que ces débats se tiennent et que l'opinion soit au courant de ce qui se fait. Et ce qui est intéressant maintenant, l'actif de la 8e et même de la 9e, c'est qu'on n'a plus besoin d'aller à Porte-Novo, on n'a plus besoin de se référer forcément aux différents organes pour avoir l'information. La radio hémicycle existait déjà, elle a été renforcée, mais aujourd'hui on a une télévision hémicycle qui donne tous les débats en direct. Donc le simple citoyen, qu'il soit avec son poste radio, mais avec son téléviseur, peut déjà suivre lui-même les débats et avoir une idée de ce qui se fait tout au moins en plénière. Je pense que ça, c'est une grande avancée à la tête de Louis Vlabono, il faut le souligner, parce que le fait de démocratiser les débats parlementaires, le fait de permettre aux citoyens, où qu'ils soient, de les suivre, de pouvoir les suivre intégralement, je pense que chacun, en tout cas toutes les personnes intéressées, pourront avoir plus d'informations, plus d'éléments
et pourront se faire une meilleure opinion de ce que nos élus font quand ils sont à l'Assemblée nationale. De ce que nos élus font quand ils sont à l'Assemblée nationale. Alors, dites-nous, François Xavier, pour vous, est-ce qu'il était opportun que le président de l'Assemblée nationale évoque cette possibilité d'une éventuelle révision de la Constitution dans son discours d'investiture? S'il a dit, c'est qu'il le juge opportun, parce qu'on sait bien que le sujet est sensible. Si, avec cette audience-là, à ce moment précis, parce que c'est avant tout... Donc, c'était pour préparer l'opinion A. Ah, évidemment, c'est pour lancer des signaux. Donc, je pense qu'il a choisi son moment, puisque de toute façon, il sait la résonance de ce type d'allusion. Ça voudra dire qu'au niveau de la majorité, il y a des projets qui sont disons, déjà sur la table, peut-être déjà ficelés ou potassés, tel qu'on connaît tel qu'on sait comment la mécanique, la machine de la mouvance présidentielle fonctionne. Je suis prêt à parier que les sujets devant faire objet de révision sont d'ores et déjà connus. Peut-être que le travail est déjà avancé. Donc, c'est un choix politique que le président Blavonnois a fait hier d'aborder, d'annoncer ce point bien précis, parce qu'évidemment, tout le monde se gargarise de ça depuis hier. Et c'est vrai qu'il a pris la précaution d'exclure ce qui fâche, mais on a bien vu qu'au-delà de cette disposition-là, beaucoup de choses peuvent fâcher également. Donc, voilà, donc je pense qu'on saura assez vite. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que on sait très bien que la majorité de la mouvance présidentielle ne suffira pas pour tout retoucher à la Constitution. Donc, il faudrait impliquer forcément ceux de l'opposition. Tel qu'il le dit de façon assez confiante hier, ça voudra dire qu'il appellera, ça voudra dire qu'il y aura du mouvement à l'Assemblée nationale, peut-être des négociations, peut-être, on verra bien, parce que la majorité de la mouvance présidentielle ne suffira pas à faire réussir ce projet qu'il a évoqué hier. Mais avant, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir ce qui, à leurs yeux, parce que si le président Blavonnois dit c'est pas le chef de la majorité, mais c'est le président de l'Assemblée nationale, il fait partie de la mouvance présidentielle, il est membre de l'Union progressiste Le Renouveau, donc c'est quand même au niveau de la hiérarchie. Si on devait en définir une, on pourrait le mettre au même, quand on enlève le paramètre de président de l'Assemblée nationale, on pourra le mettre au même niveau que les présidents de parti, eu égard au poste qu'il occupe. Donc, ça voudra dire que au niveau des partis politiques, ça a été décidé certainement au plus haut niveau. Et encore une fois, connaissant la rigueur de cette machine, c'est qu'ils sont déjà bien avancés dans cette initiative-là. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir de quoi il s'agit concrètement. De quoi il s'agit concrètement. Mais à y voir de près, Moïse Dossoumo, est-ce a dit que dans les jours à venir, il pourrait y avoir des mouvements migratoires au sein du Parlement? Non, mouvement migratoire, je ne dirais pas ça. Encore que sur cette question, il faut vraiment aller vers la révision de la Constitution. Est-ce a dit qu'on verra les démocrates être approbateurs d'une révision? Oui, ce n'est pas exclu. Ils ne sont pas là pour peindre en noir tout ce qui se fait bien, pour tirer sur le gouvernement à tout bout de champ. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas exclu. S'ils estiment, si tant que le projet est là et qu'on l'amène, et s'ils estiment que le contenu est bon, ils peuvent y souscrire. Personne ne peut leur en vouloir pour ça, du tout. Ce n'est pas parce qu'ils sont de l'opposition qu'ils vont s'opposer systématiquement à une révision de la Constitution. Ce n'est pas là le truc, pas du tout. S'ils sont dans la logique d'une opposition aveugle à tout bout de champ, non, donc ils vont s'écarter de leur mission. Ils doivent avoir quand même de la clairvoyance pour savoir si tel projet est bon, si tel n'est pas bon, et ils mettent peut-être des réserves et tout. Mais s'opposer systématiquement pour la forme, ce n'est pas pour ça qu'ils sont là-bas. Donc, pour en revenir à la question, moi j'estime que si tel qu'il doit y avoir une révision constitutionnelle, ça doit être maintenant. Parce que plus on traîne, plus les enjeux vont devenir plus consistants, plus les jeux vont commencer par se faire, on va commencer par noter les défections. Donc je pense que s'il l'a annoncé, c'est que ça ne va pas traîner. Ça ne va pas traîner, mais est-ce que vous avez déjà des idées de pistes susceptibles? Non, mais voyez ce qui a été fait, la révision qu'on qualifie de révision Halloween. Dans le temps, on ne savait même pas ce qu'on voulait toucher. C'est la première fois que j'ai vu Halloween. Bon, dans la nuit d'amant, c'est ça qu'on oui, le 1er novembre. Donc, tout ça, donc on ne savait pas ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait toucher. Aucun débat public n'a été fait. Le document, même, on ne le voyait pas.
Donc, ce n'est que ce jour-là qu'on découvrait ce qu'on a pu découvrir peut-être le reste plus tard quand on a lu le document. Donc, maintenant, cette fois-ci, qu'ils le veuillent ou pas, on saura quand même ce qu'on veut toucher. Parce qu'ils ne sont plus entre eux. Donc, forcément, l'opinion sera informée de ce qu'on veut toucher. Et si ceux qui sont de l'opposition estiment que c'est bon, ils vont être souscrits. Mais j'estime que ce projet, s'il existe vraiment, on ne va pas tarder à connaître le contenu. Ne pensez-vous pas qu'à l'avenir, la volonté des démocrates à être partisans d'un tel projet pourrait être mal interprétée dans l'opinion? Tout dépend de ce qu'on veut toucher, c'est ça. Si on veut toucher des trucs à polémique que les démocrates s'y prêtent, là, ils peuvent avoir l'opinion, enfin une certaine opinion contre eux. Une certaine opinion. Mais si le projet est bon et pertinent, je pense qu'ils gagneraient à l'accompagner. François Xavier? Oui, je suis sur la même ligne que Moïse Soumo. C'est voter une révision constitutionnelle n'est pas interdite. Donc après, c'est aux différents blocs de faire la pédagogie de ce qu'ils prévoient de faire à leur mandat et à ceux qui les ont élus. Encore une fois, il ne faut jamais oublier qu'un député n'a pas de mandat impératif. Ils sont les députés du peuple, donc les députés de tout le Bénin. Donc s'ils considèrent que ça va dans le sens du bien-être collectif, pourquoi pas? Encore que ça peut leur profiter, on ne sait jamais, on ne sait pas encore la couleur de ce qui va se passer. Mais ce qui m'intéresse, c'est que déjà de toute façon, il ne peut pas y avoir de migration. La loi l'interdit. Il peut pas y avoir ils peuvent voter. Ça, c'est pas interdit. Ils peuvent voter. Mais personne ne peut migrer de temps à temps. Ça, c'est interdit. Ça, au moins, on ne le retouchera pas parce que en termes de pratique démocratique, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Maintenant, je pense que tous ces projets seront des tests pour, disons, la cohésion de groupe, que ce soit au niveau de la mouvance, au niveau des démocrates, parce que on se focalise souvent sur la mouvance présidentielle. Évidemment, on se dit, bon, il peut y avoir des défections, des gens peuvent faire ci. Mais moi, ce qui m'interpelle à chaque fois, c'est les précautions que les démocrates ont prises avant même l'installation des députés pour leur faire signer telle charte, pour les sensibiliser à ci. Parce qu'au final, quand vous regardez très bien tous ces députés qui sont là, arrêtés en griffe, je ne sais pas pour leur faire injure, il y a beaucoup d'anonymes. En fait, bon, en réalité, qui se trouvent rattachés à une cause, qui sont sur une couleur, mais ne sont pas des politiciens, on va dire. Vous voulez dire qu'il y a certains qui se sont retrouvés par accident au Parlement? Non, on ne se retrouve jamais par accident au Parlement, puisqu'il y a des gens qui votent. Moi, je refuse ce terme, on ne se retrouve jamais par accident au Parlement. On est par rapport à une situation donnée. Peut-être, je pense que ça peut être une opportunité qu'on saisit. Peut-être pas un positionnement sur une liste peut venir par accident. Vous ne vous y attendez pas, on vous propulse. Oui, vous dites anonyme, ça dit que bon, il y a des gens pour lesquels le vote, par contre, les gens ont voté que pour le logo, mais pas pour ces personnes-là. Oui, même là, c'est pas par accident. Parce qu'on a ce qui a voté a exprimé un choix. Si la personne se dit, bon, je m'en fous, ça peut être Moïse, Kader, c'est un choix quand même. Parce qu'il considère que ce soit Kader ou Moïse fasse là-bas ce qu'il veut. Non, ce n'est pas ça, parce qu'il considère que si le Parti des démocrates a positionné ces gens-là, c'est parce que le parti pense qu'ils sont dignes et partagent les valeurs du parti. Mais encore une fois, être dans ces positions peut dérouter parfois, parce qu'un parti politique, c'est une affaire de tradition, c'est une affaire d'attache, il y a beaucoup de paramètres en jeu. Donc, autant on peut être focalisé sur voilà, la discipline, la discipline au niveau de la mouvance présidentielle, autant il serait intéressant de voir si la discipline de groupe telle qu'on la voit. Hein, on a vu les députés sortir en bloc, évacuer en bloc le Parlement, telle qu'on la voit. Est-ce que cette discipline tiendra dans la durée? On verra bien, il serait intéressant d'analyser tout ça. Je vois que le chroniqueur aura une réponse à ça. Est-ce que la discipline sera au rendez-vous? On verra bien. Des deux côtés, il y a des précautions qui sont prises. Maintenant, c'est à l'épreuve des faits. Ouais. Parce que depuis, on pense que peut-être il peut y avoir des démocrates qui ont fait défection, mais on n'oublie pas aussi qu'au niveau de la mouvance également, il peut y avoir il ne peut pas avoir des défections formelles. Mais je peux être de la mouvance et voter contre. C'est une possibilité. Oui, Comme je voilà. peux être de l'opposition et voter pour. Je pense qu'on va assister à ce genre de choses sans que les gens se sentent obligés de démissionner de leur parti ou de leur groupe parlementaire. Mais tout à l'heure, vous avez dit que la tâche ne sera pas facile pour Louis Javron. Oui, parce que je l'ai dit, ils ne sont plus entre eux. Il y a d'autres personnes qui sont là de l'opposition. Et on a déjà vu, comme je l'ai dit, les prémices de cet agacement-là. Et de l'autre côté, il y a les élections à venir. Donc, comment contenter tout le monde? Comment contenter ceux qui n'ont pas été casés cette fois-ci et qui espèrent revenir? Comment faire en sorte que ceux qui sont là et qui ont encore des ambitions soient encore positionnés? C'est beaucoup de choses. Et la grande question,
C'est l'alternance en 2026. Qui sera le dauphin de Patrice Talon? Sera-t-il accepté par les siens? Comment ça va se passer? Quel candidat proposera l'opposition? Tout ça là, c'est encore de grosses inconnues à l'heure actuelle. Donc, au fur et à mesure qu'on va évoluer, vous allez voir que tout va chambouler et tous les calculs iront un peu dans tous les sens. Et c'est là où Vlavonu devra avoir toute la sérénité possible, toute la présence d'esprit pour arbitrer. Sinon, lui aussi peut se laisser emporter par le feu de la passion et passer peut-être à côté de son rôle. Donc, c'est là où je trouve que sa posture est un peu délicate. Et il a dit lui-même, c'est un parlement transitoire qui va vers les élections générales. Donc, la tâche sera très délicate pour ces raisons que j'ai évoquées. Il a du pain sur la planche, alors, finalement. Comme tout président de l'Assemblée nationale. De toute façon, déjà arbitrer les débats, parce que là, déjà, oui, ces nerfs seront à rude épreuve. On a vu, même si je trouve quand même qu'il s'en est bien sorti, parce que la minorité parlementaire, les démocrates n'auront d'autre choix que de faire parfois d'user des seules armes qu'ils ont déjà commencé par... Je trouve qu'ils en usent déjà un peu trop, parce qu'il faut quand même essayer de faire les choses normalement. Parce qu'à un moment, ça ne sais pas, comment je vais dire, les tactiques d'endiguement ne vont plus faire effet. Donc, mais ils seront obligés parfois de n'utiliser que ces armes-là. Et donc, les nerfs du président seront mis à rude épreuve parce que c'est à lui de faire la police des débats, de faire respecter les procédures, et ainsi de suite. Parce qu'il y aura évidemment, il y aura des lois où la majorité sera en roue libre. Donc, évidemment, la minorité pourra faire tout ce qu'elle veut comme théâtre. La loi sera pour autant votée. Donc, ce sont ces séquences-là qui seraient intéressantes de voir, les prises de parole enflammées, on va dire les sketchs auxquels on était habitué, les sketchs d'antan. Donc, je pense que ça sera intéressant à voir. Mais bon, c'est le lot de tout président de l'Assemblée nationale. De toute façon, wait and see. Merci à vous, chers débatteurs. Je vous retrouve à vous, Moïse Doucement, pour passer au sujet suivant. Le mercredi dernier, nous avons appris que c'est vrai que l'homme a été limogé. C'est votre bout de presse qui a apporté l'information au public. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu un acte officiel rendu public. Mais il n'y a pas un démenti. Donc, mais enfin, il y a quand même des faits qui ne trompent pas. Lesquels? Vous voyez que le mercredi dernier, 3 ministres étaient absents au Conseil des ministres. Et dans le lot des 3, 2 ont été excusés par le secrétaire général du gouvernement, qui a dit pourquoi 2 parmi eux se sont absentés. Mais quand il s'agit de sévérer que l'homme, il n'y a pas d'excuse. Personne n'a trouvé à dire sur la raison qui a motivé son absence. Et quand on se base sur ça, et quand on se base sur le nom de démenti, parce que vous voyez, ce n'est pas une petite information jetée en l'air. On parle quand même de limogeage d'un cadre du régime. Si c'était faux, très vite, soit le service de la communication de la présidence vient démentir, soit lui-même par ses services fait un démenti. Mais c'est un calme plat depuis, jusqu'à cet instant. Peut-être que les heures à venir, on aura des éléments sur ça. Mais dans tous les cas, il y a un profond malaise entre Séverin Kenomme et le chef de l'État. Et il y a même quand vous allez au niveau du ministère de la Justice, moi j'y étais ces 2 derniers jours, c'est le calme plat. Le ministère ne vit pas, tout est quasiment à l'arrêt, le cabinet est mort et tout. Donc le cabinet est mort. Oui, bon. Les dossiers. Parce que oui, le cabinet, le chef du cabinet n'est pas là. La chancellerie fonctionne, non? Ça, c'est le secrétaire général. Mais oui, le cabinet même, ce n'est pas ça. Quoi. Le service politique du ministère, ce n'est pas ça. Les gens sont là à attendre comment ça va se passer, on n'a pas d'informations et tout. Vous avez pu voir le véhicule du ministre? Non. Dans tous les cas, il y a un profond malaise entre Séverin Kenomme et Patrice Talon à l'heure actuelle. Et je peux vous certifier qu'il ne fait plus partie de l'équipe du gouvernement, même si l'acte officiel tend à sortir. Il certifie qu'il ne fait plus partie du gouvernement. Alors, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui pourrait amener Séverin Kenomme à être débarqué du gouvernement? On va attendre on va attendre de plus en plus d'informations de fraternité. Oui, selon vous, quels sont les mobiles qui pourraient... Parce que pour le moment, nous commentons leur information. Oui, lorsque vous commentez leur information, qu'est-ce qui pourrait... Qui n'a pas été démenti. Et qui n'a pas été démenti. Qu'est-ce qui pourrait amener... Il serait difficile, je ne vais pas être amené... Lorsque l'on connaît de qui il s'agit, c'est quand même de Séverin Kenomme, avocat de l'homme d'affaires Patrice Talon. C'est vrai que l'homme dont son soutien n'est quand même plus à démontrer par rapport à la cause de la rupture. Et que du jour au lendemain, comme ça, qu'on apprend qu'il a été limogé. Qu'est-ce qui pourrait mettre la cause selon vous? Vous savez, bon, je ne vais pas faire de supputation, mais si cette information se confirme,
comme apparemment, je ne pense pas que Fraternité aurait lancé cette information comme ça à la légère. Donc, évidemment, tout le monde, on prend ça comme tel en attendant que l'arrêté soit publié. En tout cas, que le gouvernement fixe. D'ailleurs, je pense qu'on sera obligé d'attendre jusqu'à la semaine prochaine hein, parce que d'autres actualités chassant l'autre. La visite officielle de Kagame aujourd'hui, voilà, pour cette information. Je pense que moi, ça ne... Comment je vais dire c'est surprenant comme information que ça tombe comme ça. Mais en même temps aussi, on sait que Patrice Talon ne sait pas faire dans le détail. Donc, on sait dans le même temps qu'il est un manager fidèle et loyal qui essaye qui essaye dans la plupart en tout cas au gré des possibilités de préserver ses fidèles collaborateurs, mais on sait aussi qu'il peut trancher dans le vif. Donc, pour moi, si cette décision est confirmée, c'est que forcément, il y a eu faute grave, c'est que forcément, il y a eu quelque chose que le président de la République ne considère pas pouvoir laisser passer. Et qu'il soit ami, qu'il soit avocat, je pense qu'ils ont une très longue relation de travail parce que je pense on peut dire en griffe que Séverin Quenome fait partie des avocats historiques de Patrice Talon. Les autres, même si on prend l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Diogbenou, un peu plus, disons, sont des nouveaux venus dans ce siècle-là. Donc, il y a des liens d'amitié, des liens de fraternité, ils sont de vieux collaborateurs. Mais on sait que le chef de l'État ne fait pas, quand il s'agit de prendre les décisions qu'il faut, ne fait pas dans la demi-mesure. Donc, voilà, on attendra de savoir exactement ce qui est à la base de ça. Mais on sait que le président peut frapper à tout moment. Et ça, mais vous savez, il y a quelques temps, tout le monde on en parlait à l'occasion de la visite de Bazoum. Il disait, non, je conserve mes gars parce qu'ils me donnent satisfaction. Mais dans le même temps, on sait très bien que quand il y a faute, il ne tergiverse pas beaucoup. C'est pas, en tout cas, du peu qu'on peut voir et entendre, c'est pas dans sa nature de tourner autour du pot. Si il considère que la faute est une faute dont on ne peut pas, sur laquelle on ne peut pas transiger, c'est que je pense que vous pouvez être son enfant, vous allez y passer. Y avait-il des prémices, selon vous? Non, moi, je n'ai pas vu de prémices. Je n'ai pas vu de prémices à proprement parler. Bon, je dirais que c'est deux cas. Hein. Si on profite de la situation pour faire peut-être un remaniement technique, on peut supposer qu'il n'a pas été limogé et qu'on a juste voulu réaménager un peu l'équipe. Mais si ce n'est que lui seul qui sort et qu'on fait venir un nouveau venu, forcément c'est qu'il y a une faute quelque part et puis la faute entraîne la sanction. Donc on attend de voir le schéma que présentera le mais est-ce que vous trouvez agréable que depuis ce mercredi jusqu'à cet instant précis où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, qu'il n'y ait pas de voix officielle qui puisse confirmer ou infirmer? C'est la preuve qu'il y a un malaise. C'est la preuve que quelque chose se passe forcément. Parce que si c'était une force, très vite, on aurait déjà eu le démenti. Donc, si jusque-là, il y a ce silence pesant, c'est qu'en dessous, quelque chose se trame. François Xavier? Ou encore, Patrice Talon veut garder la main sur son timing. C'est aussi simple que ça. Il veut garder la main sur sa communication. Parce que là, c'est nous qui parlons de limogeage. Demain, un arrêté peut sortir pour dire voilà, le gouvernement a procédé à un réaménagement technique. Telle est sortie, telle est démissionné. Ça m'étonnerait quand même que tel est parti, tel est revenu. Le chef de l'État a décidé. Ah, ça m'étonnerait que lui-même démissionne? Je ne vois pas de raison. De la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui pourrait empêcher qu'un homme de démissionner du ministère de la Justice? Pour aller à la Cour constitutionnelle. Oui, bon, ça c'est d'autres considérations. Ce que moi je veux dire, c'est que la gestion de cette nouvelle peut étonner, mais ça laisse, ça confirme une chose, c'est que le président de la République veut avoir la main sur sa communication. Et donc demain, au gré d'un arrêté disant voilà, qu'on a procédé à un réaménagement technique, ce sera la parole du gouvernement contre la parole des journalistes. Nous, on n'a limogé personne. Et voilà, on a juste fait... on a été obligé de faire un réaménagement technique pour telle raison. Quand bien même il y a quelques temps, c'est pas si loin que ça, le président de la République avait dit qu'il n'allait pas toucher à son gouvernement. Donc on verra bien comment ça va se faire. Mais bon, cette séquence, on va dire politique, est déjà,
je ne dirais pas très lointaine, parce que la visite va occuper tout ce week-end jusqu'à lundi. Donc, certainement, il faudra attendre On la va y semaine revenir par prochaine rapport pour... à Voilà. cette visite-là. Merci à vous, François Xavier Noumon. Dans la journée du mercredi, le Conseil des ministres nous a fait cas de la révocation de 3 secrétaires exécutifs de mairie. Vous avez lu, comme tout fonctionnaire des médias, ce qu'on a du Conseil des ministres. Est-ce que les faits reprochés étaient conséquents à la décision prise, selon vous? Je pense que oui. Quand on lit quand même ce qui a été rendu public, on parle de manquement à l'orthodoxie financière, d'intrusion, bien d'émission dans la passation des marchés et tout le reste, oui. C'est tant que la procédure du contradictoire a été respectée, parce que ça aussi c'est important. Quand vous reprochez quelque chose, il faut qu'on vous les oppose, que vous puissiez apporter des éléments de réponse et que malgré ça, on estime que la faute demeure et qu'il faut vous sanctionner. Donc si la procédure du contradictoire a été respectée, je pense que les faits tels que ça a été annoncé à l'opinion, ça mérite quand même qu'il y ait ce type de sanctions-là. C'est quand même un peu bizarre hein, quand on voit un peu... Même si on ne connaît pas les intéressés, quand on voit quand même leur profil, ils ont dû passer par plusieurs failles, plusieurs tests pour en arriver là et tirer au sort, parce que Cotonou, c'est quand même la plus grande commune. Ouais, c'est même pour dire qu'il n'est pas non plus une moyenne commune, mais c'est une commune ordinaire. Bon, quand on voit les 3 communes et quand on voit les fautes, c'est quand même bizarre. Qu'on puisse aller jusqu'à s'immiscer, imposer un prestataire à un coût élevé, comme c'est le cas dans Cotonou, c'est quand même bizarre. Donc dans tout ça, je me dis, mais quelle est la part de responsabilité du conseil de supervision? Le conseil de supervision, c'est l'organe qui réunit le maire, ses adjoints et les présidents des commissions permanentes au sein de la mairie. Et ils sont chargés de contrôler un peu si la gestion du secrétaire exécutif préserve les intérêts de la commune. Alors, quelle est la part de ces conseils-là pour les 3 communes concernées dans ce qui est arrivé? Quand je vais plus loin, quelle est la part des préfets concernés? Parce que le secrétaire exécutif, tout ce qu'il fait comme activité, il envoie toujours copie au préfet qui valide, parce que le préfet a toujours l'autorité de tutelle. Alors, qu'est-ce que le préfet a pensé de tout ça jusqu'à maintenant? Et c'est le conseil des ministres qui vient prendre la décision de sanction. Donc, je me pose des questions sur toutes ces procédures-là. À l'interne, au niveau de la mairie, quelle est la part de responsabilité des conseils de supervision et la part de responsabilité des préfets, avant même qu'on en vienne aux intéressés? Parce qu'on a l'impression qu'ils ont évolué en roue libre, sans limite, sans personne pour les rappeler à l'ordre, alors que les mécanismes existent pour qu'on n'en arrive pas là. Alors, comment ça a pu se passer, comment ça a pu se produire? Et si on a recensé seulement ces 3, est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas qui sont en instance mais qui seront découverts après? Je me pose beaucoup de questions à propos. Il se pose beaucoup de questions à propos. François Xavier, ces révocations, selon vous, donnent quel type de signal? Qui a encore un long chemin à faire. Hein. Je pense que on expérimente cette nouvelle architecture il y a pas longtemps. Quand bien même, vous voyez même concernant les marchés publics, c'était la même procédure. Il y a eu des personnes qui ont été qualifiées dans une base de données, mais il n'en demeure pas moins que au gré des contrôles qu'on en sanctionne, qu'on en révoque, parce que évidemment il y a toujours de ces cadres qui pensent pouvoir faire autre chose que ce qui est convenu normalement. C'est vrai qu'il faut se poser des questions au niveau au niveau de la gestion, on va dire, des rapports entre ces différentes étages de l'architecture de la décentralisation. Comment est-ce que les membres du comité de supervision étaient au courant, le maire, en tout cas, comment tout ça là se gère au niveau des mairies, même si le maire de son propre chef ne peut plus s'y mixer dans cette gestion-là. Mais voilà, je me dis peut-être que l'adhésion du Conseil des ministres est venue, a été rendue au bout d'une certaine procédure. C'est vrai que ce serait intéressant d'avoir les détails, comment on en est arrivé là, comment l'alerte a été donnée, comment le Conseil des ministres s'en est saisi. Est-ce que c'est pas signalement du Conseil de supervision, en tout cas, comment l'alerte a été donnée. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le chemin, en tout cas, l'idéal qu'on poursuit vers plus d'orthodoxie, évidemment, souffrira de ces quelques couacs. L'important, c'est d'arriver quand même à harmoniser les procédures pour que chacun puisse rester dans son couloir. Puisque, effectivement, ce qui est voulu, c'est que chacun puisse rester dans son couloir, que chacun fasse ce qui, en tout cas administrativement, relève de sa compétence. Et que le SE, malgré sa toute puissance, ne s'émixe pas dans le code des marchés publics, ou bien que ces actes ne tentent pas à tordre le cou aux procédures qui existent. Et ce qui est dommage, c'est que quand vous regardez les montants,
parfois, ce sont des montants, je ne dirais pas, on n'est pas sur des montants, je ne dirais pas ridicules, mais bon, c'est des montants conséquents quand même. Mais le plus important, c'est que ce sont les signaux qui sont envoyés. C'est dommage pour ces cadres-là. Espérons, gageons que ça fasse tache d'huile pour qu'au niveau des autres mairies, qu'il y ait quand même un peu plus d'orthodoxie dans la gestion des affaires courantes. Alors Moïse Doucement, est-ce qu'on peut dire que les habitudes ont la peau dure si tout a été fait dans les règles de l'art? C'est-à-dire malgré l'existence de la criette, malgré la volonté affichée du gouvernement de lutter contre la mauvaise gouvernance et de la corruption, que quand même il subsiste encore quelques brebis galeuses. Oui, forcément. Ça, ce n'est même pas seulement au niveau des communes, ça c'est un peu partout de manière générale. Et ça, ce n'est que les scandales que nous connaissons. Et ce qui couvre, qui n'est pas encore révélé, bien qu'il ne sera peut-être jamais révélé, on n'en sait rien. Donc on a encore du chemin dans cette affaire-là. La vertu ne vient pas du jour au lendemain. Il faut encore beaucoup de travail, beaucoup de constance sur des années pour parvenir à un résultat appréciable. Pour l'instant, on est très très loin du compte. On est très loin du compte. Un petit commentaire pour boucler? Oui, l'important que les procédures soient respectées. L'important en fait, c'est que le système arrive à détecter, on va dire en temps réel, ces dysfonctionnements. C'est sûr qu'on n'arrivera pas à tout détecter à temps. C'est sûr qu'il y aura des défaillances qui passeront sans qu'on ne leur mette la main dessus. Mais l'essentiel, c'est qu'on arrive à plus de performance du système dans son ensemble, dans sa globalité. Dans sa globalité. Merci à vous, François-Xavier Noumon. On ne peut pas conclure cette émission sans quand même dire un mot sur la visite à Cotonou du couple présidentiel rwandais. On a souvent reproché à notre chef de l'État de ne pas recevoir assez de paix étrangers, de ne pas ouvrir suffisamment le Bénin. Je pense qu'il a commencé par le faire. Et lui-même ne cache pas son intérêt, mais son admiration pour Kagame. Ouais, depuis qu'il est là, il y a quand même beaucoup de choses entre le Bénin et le Rwanda. Donc, je ne dirais pas que les deux sont amis, mais on peut dire qu'ils se connaissent bien. Et il est annoncé que de nouveaux accords verront le jour à la suite au thème de cette visite-là. On attend de voir ce qui nous sera réservé et ce que ça va donner pour l'avenir. Sinon, ce n'est pas mauvais qu'un chef d'État étranger nous visite et vice-versa. Et qu'ils sont en compagnie même de son épouse. Des usages diplomatiques. Ils sont en compagnie de son épouse. Bien entendu, ça va de soi. Oui, c'est une visite d'État. Une visite d'État. Il peut venir avec son épouse. Oui, votre opinion. Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. C'est une visite d'État. Donc voilà. Visite d'État, oui. Donc son épouse peut être de la partie. Et nous sommes ravis d'accueillir l'épouse de Paul Kagame. C'est ce que je peux dire. Merci à vous, C'est une François. coopération qui fonctionne bien. Je pense que, comme Moïse l'a dit, c'est une coopération qui fonctionne bien. Les deux pays sont alliés sur beaucoup de dossiers. Voilà, l'essentiel, c'est que ces coopérations-là soient opérantes pour les deux pays. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. Un week-end. Quel est le rapport? C'est interdit. Le programme, c'est une visite d'État, une visite de travail aussi. Donc, ce n'est pas pour le plaisir uniquement. Même si elle parle de plaisir dans la visite, ce n'est pas que pour le plaisir. Même si elle parle de plaisir dans la visite. Oui, officiellement, ça a été annoncé. Il y a une part de plaisir dans la visite. Le fait de l'amener visiter la place de l'Amazone, le jardin des Mathieu et tout ça, c'est du tourisme déguisé, c'est du plaisir. Mais c'est quand même une visite de travail, une visite d'État. Visite d'État. Merci à vous, chers débatteurs. Vous avez quelque chose contre la visite d'État? Non, du tout. Ou contre l'épouse de Paul Kagame. Vous avez tellement insisté. Merci à vous, François-Xavier Noumon. Merci également à Moïse Doucement. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste, chroniqueur politique. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention, la fidélité accordée à ce programme télé sur Réseau TV. Portez-vous bien. On se retrouve par la grâce et la volonté divine demain dimanche pour l'invité.